J'ai souvent comparé notre programme, l'A3XX-380 chez Airbus, avec la NASA et son programme Apollo. Tout le monde nous disait, c'est beaucoup trop loin, c'est trop gros, c'est trop lourd, ça ne marchera pas. Le constructeur européen a déjà dessiné 5 familles d'avions. Mais pour l'A380, il faut tout repenser. Par le passé, Airbus, on a eu toujours, dans les solutions techniques, des évolutions avec des facteurs d'échelle. Lorsqu'on a dessiné la 300, on a réutilisé par exemple la même pointe avant pour dessiner la 330. Le 380 sortait pour Airbus de ce qui était connu. C'était donc pour nous, pour tout quasiment, une feuille blanche. On nous mettait dans un bâtiment à part, tous ensemble, les ingénieurs, les commerciaux, les industriels, les financiers, en nous disant sous ce toit, vous allez trouver la solution. Les plus grands experts testent alors toutes les idées. Monocouloir au-dessus d'un bicouloir, aile volante, 11 projets se succèdent. Il y a eu tout un tas d'idées, certaines un peu plus farfelues que d'autres. Ils imaginent même réunir 2 fuselages d'A340 pour créer un avion dit d'ultra haute capacité. On avait l'impression d'avoir donc côte à côte 2 fuselages, siamois, comme des jumelles. On s'est très rapidement aperçu que c'était absolument infaisable. On ne peut pas avoir des avions trop larges pour des questions d'évacuation en cas d'urgence. Donc c'était impossible. En matière d'aéronautique, le gigantisme est un handicap, car quand il n'est pas en vol, l'appareil doit pouvoir utiliser les infrastructures aéroportuaires existantes sans risquer de boucher les pistes ou de bloquer les parkings. Au sol, il y a des contraintes absolument énormes. Les grands aéroports du monde avec lesquels on travaillait nous ont donné ce qu'on a appelé la boîte de 80 mètres. Le futur avion ne doit pas mesurer plus de 80 mètres de long, plus de 80 mètres d'envergure et plus de 80 pieds de haut. Une règle d'airain. Le dessin proposé par les ingénieurs doit impérativement entrer dans cette boîte. Pour y parvenir, une seule solution, construire en hauteur. Chaque fois qu'on est contraint dans l'espace, on est habitué à faire des étages. Que ce soit dans les bâtiments, que ce soit pour les bateaux, que ce soit pour les trains, que ce soit pour les bus. Donc, si vous êtes contraint d'un point de vue espace, la seule solution qui s'impose, c'est de faire une croissance vers le haut. Pour l'A380, on dessine alors un fuselage de forme ovoïde qui fait plus de 8 mètres de hauteur. Cet espace est divisé en 3 niveaux. Une soute à bagages et 2 ponts qui s'étendent de la pointe avant jusqu'à l'arrière de l'appareil. Au total, ils offrent pour accueillir les 853 passagers un espace de 550 mètres carrés, 3 terrains de tennis. Avec les ailes, les moteurs, les gouvernes et les trains d'atterrissage, l'ensemble rentre parfaitement dans les limites imposées. 73 mètres de long pour 79 mètres 80 d'envergure et 79 pieds de hauteur, soit un peu plus de 24 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 8 étages. Reste une équation technique extrêmement complexe. Comment faire voler un appareil aussi gigantesque? Un avion, ce sont des moteurs. Si vous avez des moteurs, vous pouvez construire un avion. Plus vos moteurs sont puissants, plus vous pouvez faire un gros avion. Le moteur est donc le premier composant stratégique de la construction d'un avion aujourd'hui. Un moteur d'avion, c'est d'abord un turboréacteur. L'air est aspiré, il pénètre dans le compresseur qui le comprime grâce à un système d'ailettes en mouvement et le porte à 500 degrés. Sous haute pression et haute température, il passe ensuite dans la chambre de combustion où il entre en contact avec du kérosène. Ce mix de l'air et de gaz comprimé est enflammé, et du coup ça le met en expansion. Et si je dirige ça vers l'arrière, en réaction, j'ai une propulsion de l'avion vers l'avant. C'est l'accélération de cette masse d'air qui génère la poussée. Imaginez les pompiers, ils allument leur lance à incendie, et l'eau va les pousser dans l'autre sens. Et au lieu de cracher de l'eau, on va cracher de l'air. Le fait de cracher beaucoup d'air, ça nous donne
de la puissance, ça nous donne de l'efficacité, ça va nous permettre de nous déplacer. Ce système de flux d'air chaud, c'est le cœur du moteur. Mais dans les avions de ligne modernes, cette technologie est enveloppée par un immense ventilateur, la soufflante. Entraînée par la turbine, elle aspire d'énormes quantités d'air qui, sans pénétrer dans le cœur, empruntent un autre circuit, un anneau extérieur en pourtour de la turbine. En sortant à l'arrière du moteur, ce flux d'air froid génère 80% de la poussée. La partie froide pousse beaucoup plus que la partie chaude. C'est pour ça que les moteurs sont aujourd'hui de plus en plus grands, parce que le plus on peut amplifier la taille autour du cœur, le plus on amplifie la propulsion du total. Pour l'A380, on pousse cette technologie au maximum en développant 2 moteurs qui sont parmi les plus gros jamais construits. Leur soufflante est presque aussi large que le fuselage d'un A320. Elle mesure 3 mètres de diamètre, aspire plus d'1 tonne d'air par seconde et permet de sortir à l'arrière du réacteur presque 9 fois plus d'air froid que d'air chaud. Grâce à ces soufflantes géantes, les moteurs de l'A380 consomment moitié moins de carburant que ceux des premiers avions d'Airbus. Le 380, ça a été le premier avion au monde à descendre sous les 3 litres au 100 par passager. C'est une barre qui paraissait difficile à atteindre. Cette barre a été atteinte. C'est un exploit. Regardez, même les avions les plus modernes d'aujourd'hui sont dans cet ordre de grandeur. Pour faire décoller ce géant des airs de près de 600 tonnes, on fixe sous les ailes 4 moteurs. Mais comment les alimenter sur une distance de plus de 15 000 km? Pour réaliser cet exploit, il faut d'immenses réservoirs capables de stocker jusqu'à 320 000 litres de carburant, de quoi faire le plein de 8 000 voitures de taille moyenne. Au décollage, cela représente un poids de 254 tonnes, la moitié de la masse totale de l'avion. C'est-à-dire qu'à l'atterrissage, une fois son carburant brûlé au cours du vol, il pèsera presque 2 fois moins lourd qu'au décollage. Alors, pour optimiser l'équilibre de l'A380 et contrôler tout au long du vol son centre de gravité, les ingénieurs ont développé un système unique. Ça s'était jamais fait et depuis ça s'est jamais refait encore. On pompe après le décollage le carburant qui est dans les réservoirs très près du fuselage pour les amener à l'extrémité des ailes. Chaque aile peut contenir 150 000 litres de carburant répartis dans 5 réservoirs principaux. Les moteurs consomment d'abord le kérosène des réservoirs les plus proches de l'aile. Le poids du carburant va ainsi s'exercer de plus en plus sur les extrémités des ailes et soulager le fuselage. C'est alors un autre espace de stockage qui entre en jeu. Il se situe dans la gouverne horizontale à l'arrière de l'appareil. Il contient 23 000 litres de carburant qu'il transfère à l'aide de pompes vers les ailes. Au total, c'est 18 000 kilos qui peuvent ainsi être répartis entre l'arrière et le centre de l'A380. En maintenant tout au long du vol un point d'équilibre optimal, le système réduit considérablement la consommation de carburant de l'appareil. Ce type de dispositif permet de gagner des dizaines de kilos, voire des centaines de kilos. 100 kilos de gagner, c'est un passager. Donc, si vous gagnez 1 tonne, c'est 10 passagers. Et en termes économiques, 10 passagers, c'est énorme pour une compagnie aérienne. Cette technologie innovante tire profit d'une des spécificités de l'A380. Il possède les plus grandes ailes jamais construites pour un avion de ligne. La voilure de l'A380 fait 845 mètres carrés. C'est énorme. 7 fois la surface des ailes de l'A320, l'équivalent de 3 terrains de tennis. Les ailes de l'A380 mesurent 45 mètres de long. À leur point d'accroche au fuselage, l'emplanture, elles font 3 mètres d'épaisseur. Plus vous allez avoir des ailes longues, et plus vous allez être obligé d'avoir une emplanture épaisse, parce que les résistances que vous allez demander à votre aile sont quand même considérables. Ici,
Elle mesure 11 mètres de large, soit la longueur totale d'une aile d'A320. La seule solution, c'est de mettre beaucoup de surface ici et l'aile diminue vers le bout pour qu'elle ait une bonne performance aérodynamique, c'est-à-dire qu'elle freine le moins possible dans l'air. Leur gigantisme ne les empêche pas d'être extrêmement flexibles. En test, l'extrémité des ailes se déplace même de près de 7 mètres par rapport à leur position d'origine. Vous savez, c'est le chêne et le roseau. Hein. Le chêne casse, le roseau plie. Hein. C'est exactement le même principe dans l'aérodynamique et dans l'aviation. L'aile d'un avion, il ne faut pas qu'elle soit trop rigide, trop dure. Cette capacité à fléchir réduit le risque de dommages structurels durant les turbulences, agissant comme un amortisseur contre les irrégularités de l'air. C'est donc un impératif pour tout avion.